En novembre, nous avons largement débattu de dans quel secteur il y a le travail, où est-ce que le travail se trouve, etc. Nous avons des DVD qui sont disponibles gratuitement. Ceux qui sont disponibles, ils peuvent passer à Internet, on va le leur donner. Ça explique tout en détail. Je ne peux pas l'expliquer encore en 20 minutes ici. Voilà. Donc, véritablement, l'informatique, aussi bien que d'autres domaines, contribue. Ça ici, si on a l'expertise, on crée les emplois. Et évidemment, ça réduit le chômage. Voilà. Voilà. Vous avez cité le Ghana à l'exemple. Qu'est-ce qui se passe concrètement là? Alors, puisque vous avez insisté sur tout à fait. Si je parle des États-Unis sans parler du Ghana, les gens vont partir, vont dire, il est venu nous raconter l'histoire. Le Ghana tout proche. Le problème, si on ne se réveille pas, ce qui va se passer, c'est que dans quelques années, nous allons avoir dans nos supermarchés des voitures télécommandées fabriquées au Ghana, conçues par les collégiens et lycéens, alors que nos propres jeunes ne savent même pas se servir de l'outil informatique. Tout à l'heure, vous allez voir une vidéo. Il y a un jeune Ghanéen qui a fait l'informatique dans une université au Ghana. Il s'est auto-formé en robotique. Et il a entrepris d'enseigner la robotique aux Ghanéens. Il a commencé en 2010. Jusqu'en 2013, il a formé 2500 Ghanéens. Et vous savez, les robots, c'est quoi? Les robots, c'est toute machine qu'on peut concevoir et qui peut faire des tâches intelligentes comme un homme. Par exemple, dans les chaînes de fabrication des voitures, vous avez des robots qui vous sortent de... C'est pas les hommes qui interviennent, c'est les robots qui fabriquent les voitures, des choses comme ça. Alors, Ben Morté, c'est de lui qu'il s'agit, il a 27 ans, formé au Ghana, et il a acheté des livres en robotique, il a lu et il a suivi des cours en ligne de Stanford, de MIT, et aujourd'hui il est devenu expert en robotique. Il fait les cours. Les cours qu'il fait s'adressent, je vous dis, aux enfants dès l'âge de 7 ans. Il y a un programme pour les enfants dès l'âge de 7-8 ans, un autre programme pour les enfants au niveau du lycée, collège, et un autre programme pour les professionnels. Et à ce jour, son entreprise s'appelle Mint. Mint, c'est au Ghana. Si vous allez sur Google, vous tapez Ben Morté, B-E-N, c'est l'abréviation de Benjamin, et Morté, c'est M-O-R-T-H-E-Y. Vous tapez Google, vous choisissez les réponses en vidéo ou en chaîne, vous allez avoir toutes les informations concernant... Bon. Alors, les enfants, ce n'est pas le gouvernement qui a fait, c'est un privé qui s'est dit que lui... Alors, chaque formation coûte 300 000. Il en a formé 2500 personnes. Question, combien de gens il a utilisé pour assurer ces formations? Combien d'argent il a gagné jusqu'à ce jour? C'est pour ça qu'on dit que l'informatique permet de résorber le chômage. Donc, Ben Morté, il a actuellement le programme, pendant les vacances, le programme se passe à Accra, à Tema, à Kumasi et à Tamale. Mais au cours de l'année, en dehors des vacances, les cours se font au siège de son entreprise qui s'appelle Mint. Mint, c'est M-I-N-T-H. Et M-I-N-T. Alors, et là, les enfants apprennent la programmation. Nous avons l'image de la jeune fille dont vous parliez. Au cours de l'édition 2010 du cours de vacances nationales sur la robotique à Accra, mademoiselle Esther Aoussou Ansa, une collégienne de 13 ans, a participé à la formation. À la fin du programme, son groupe a créé un robot nettoyeur programmé pour ramasser les déchets et les ordures. Son groupe a eu l'idée de créer un robot nettoyeur à cause du problème de saleté au Ghana. Ils ont pensé que les robots pourront faire le sale boulot que les humains ne veulent pas faire. Mon groupe et moi, à la fin de la formation, nous avons construit notre propre robot. Que fait votre robot? C'est un robot nettoyeur. Il est conçu pour balayer et collecter les ordures. Donc vous avez créé un robot durant votre formation? Oui, nous l'avons programmé. Vous l'avez programmé? Oui. Waouh! De quoi est fait votre robot? Il est essentiellement fait de capteurs. Voici quelques capteurs. Par exemple, voici un capteur ultrasonique qui utilise la loi de la réflexion. Il envoie les signaux infrarouges à un objet qui le lui renvoie, lui permettant de calculer la distance et aussi de voir l'objet qui est devant lui. Le capteur de lumière, qui est aussi utilisé comme le capteur de couleur, peut être programmé pour s'arrêter quand il voit la couleur rouge, comme par exemple le feu rouge des feux tricolores. Le capteur de son, on peut l'utiliser pour donner un ordre au robot
car il est capable de détecter certains sons et d'y réagir. And then this is a sound sensor. You can use it to give commands to the robot because it's able to detect certain sounds. Donc il détecte certains sons et ordonne certaines activités sur la base des sons qu'il vient de détecter. Oui. Ah, je vois. Donc vous avez appris toutes ces choses durant votre formation. Fantastic, fantastic. So the National Robotic une autre session du cours de vacances nationales en robotique va encore démarrer bientôt, n'est-ce pas? Ça va être à Accra, Tema, Kouma et Tamale. Mais Ben, vous avez quelque chose à nous présenter. Il s'agit de quoi? Yes, Oui, tout à fait. Ceci est un robot très simple. Il s'agit d'un chariot élévateur. On les utilise le plus souvent dans les entrepôts et les endroits où l'on a besoin de ranger les paquets. Voyons un peu bien. Vous voyez que ce robot fait tout ceci intelligemment. Il le fait à l'aide de capteurs. Comme Esther l'a expliqué précédemment, il y a un capteur ultrasonique monté au devant de ce robot. C'est pourquoi quand il s'est approché du carton, il ne l'a pas cogné, mais il s'est arrêté. Puis il a monté la charge au-dessus de la pile de carton et il répète les mêmes actions sans arrêt. Les étudiants vont apprendre lors de la formation comment écrire le logiciel qui va commander les moteurs et les capteurs qui sont les composantes de base d'un robot. Cependant, les capteurs et les moteurs sont mis à leur disposition comme des pièces détachées. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose d'autre. On enseigne aussi aux étudiants la robotique à un niveau plus détaillé. Voyez, avant d'arriver aux choses que je viens de vous présenter, voici où les choses commencent réellement. Les étudiants, lors de cette formation, vont aussi apprendre ce qui se passe réellement du point de vue électronique à l'intérieur des robots. Devant ici, vous pouvez voir les différents capteurs bien ensemblés. Ainsi, ils peuvent même construire les robots en utilisant certains matériaux locaux comme des cartons, des plastiques, du bois, etc. Ainsi, lors de la formation, nous allons les pousser à imaginer des objets robots en utilisant des matériaux locaux et ainsi faire des montages avec des éléments électroniques. Il leur est d'abord enseigné des concepts et des théories sur la robotique. Puis, on les oriente vers des idées créatives pour aboutir à la conception de leur propre robot. Alors, la jeune fille que vous voyez là-bas, elle a 12-13 ans, lycée, elle a suivi les cours de 2010 en robotique. À la fin de la formation, elle a conçu avec son groupe un robot pour nettoyer, un robot nettoyeur. Elle dit qu'il y a un problème de saleté au Ghana. Il faut, et comme les gens n'aiment pas ramasser les ordures parce qu'ils pensent que c'est ingrat, ben, il faut fabriquer des robots pour ramasser ces ordures-là. Donc, ils ont fabriqué un robot. Alors, le robot, qu'est-ce que, en réalité, pour les classes, pour les jeunes qu'ils prennent, il y a, le robot, en fait, c'est quoi? C'est on prend le moteur et les capteurs. Les moteurs et les capteurs, et puis on programme le cerveau qui commande les moteurs et les capteurs pour faire une tâche donnée. Et là, cette fille-là, à la fin de la formation, elle a appris à concevoir, elles ont fabriqué un robot nettoyeur. Et les cours évidemment ont été donnés par Ben Norte. Hein? Là, elle va commencer, elle va expliquer les différentes composantes, hein, qui interviennent dans l'assemblage d'un robot. Là, on ne leur demande pas de fabriquer les pièces détachées des robots. C'est trop compliqué pour les enfants. Non, ils prennent les pièces détachées. Ce qu'elle est en train de montrer, c'est un capteur ultrasonique. C'est-à-dire que c'est un capteur qui, s'il est mis sur une machine, lorsque la machine avance, il sait que je suis en train de m'approcher d'un obstacle, je dois m'arrêter. Après, elle est en train de montrer là un capteur de lumière et donc un capteur de couleur en fait. Ça veut dire que si vous fabriquez quelque chose pour dire, si vous rencontrez un feu rouge, stop, là c'est cette pièce-là que vous allez utiliser. Ensuite, elle va montrer un autre capteur, c'est un capteur de son. Ça veut dire que lorsque vous pouvez mettre ce capteur-là sur une machine et la programmer, et quand vous dites démarre, elle démarre. Quand vous dites arrête, elle arrête. C'est un capteur de son. Donc, vous pouvez programmer cette machine-là pour agir suite aux commandes qui viennent des sons, en fait. Voilà. En nous proposant cette image, est-ce que c'est pour faire exemple? Est-ce que c'est pour faire école auprès des jeunes du Togo? Ça veut dire que ce que nous sommes en train de voir là-bas, c'est le genre de choses qui doivent impérativement
être enseigné dans les lycées scientifiques. Il faut que ce genre de programme, ce que la fille là est en train de montrer, celui qui est à côté, c'est Ben Morté, c'est l'informaticien ghanéen. Il a 27 ans. En 2013, il avait 27 ans. C'est-à-dire que c'est lui qui a créé l'entreprise pour assurer la formation des Ghanéens. C'est pas l'État. Lui, c'est un business. Hein. Il sait qu'il y a de l'argent. Ceux qui vont sur les formations, ils vont gagner de l'argent. Lui, il a de l'argent en formant les gens. Donc, ce n'est pas le gouvernement n'est pas là pour faire le business. Mais voilà un exemple concret de l'action d'un privé. Donc, ce programme, pourquoi on le montre? C'est-à-dire que, alors, pourquoi? Alors, vous voyez, les spécialistes disent que la programmation, d'une manière générale, soit vous pouvez apprendre à quelqu'un à programmer quelque chose sur son ordinateur, ou bien vous lui donnez un cerveau de robot et puis des pièces détachées de robot, vous lui montrez à apprendre ça, que l'une ou l'autre, ou les deux actions réunies, ont un effet très important sur un jeune enfant. Quels sont ces effets? Pour comprendre ces effets, il serait important d'aller lire un article sur le New York Times. Cet article a été publié le 23 septembre passé par le journaliste qu'on appelle le Smith Gardiner. Si vous allez vous googler. Et le titre de l'article, c'est pourquoi ajouter les compétences informatiques à son CV. Que disent les spécialistes là-bas? Ils disent que quand vous prenez un jeune enfant à qui vous apprenez la programmation, alors donc ça veut dire qu'on a déjà complètement dépassé la phase de l'initiation informatique. Quand vous prenez un enfant à qui vous apprenez la programmation, il y a plusieurs impacts. Le premier, c'est que ça développe l'esprit de créativité. Le deuxième, ils disent que en anglais, ils disent ça développe le problem solving skills, c'est-à-dire que la capacité à résoudre les problèmes. Le troisième, c'est qu'ils disent que ça démystifie, y compris même pour les gens qui ne veulent même pas faire de l'informatique plus tard. C'est-à-dire que, étant donné qu'au cours de ce siècle, la plupart des objets que nous allons utiliser, il y a du code informatique là-dedans. Et si les gens à un jeune âge, ils apprennent ça, ça va leur démystifier. Quand vous voyez ça, vous savez au moins comment ça marche. Même si vous n'êtes pas très performant, vous savez au moins comment ça marche. Donc, mais attention, il y a en réalité, ça ce sont les arguments que les officiels avancent. Mais le désir caché des gouvernements, c'est qu'ils ont peur que l'industrie high-tech n'ait pas suffisamment la main-d'œuvre qualifiée demain. C'est ça la grande. Quand vous prenez les Américains par exemple, ils voient que les Chinois, en Chine, quelle que soit la discipline que vous faites à l'université, que ça peut être philo ou n'importe quoi, vous devez apprendre la programmation. Aux États-Unis, ils ont remarqué que c'est seulement 5% des gens, c'est informaticiens compris, plus par exemple les gens qui font la géographie, quand j'étais étudiant là-bas, ils apprennent la programmation. Ils ont remarqué que quand on fait le total à l'université, seulement 5% de la population à l'université apprend la programmation. En Chine, c'est 100%. Donc, quand vous dites programmation, qu'est-ce que vous mettez dedans? La programmation, c'est des techniques comme Java, C++, HTML, des choses comme ça. Il y a des dizaines. C'est purement technique. C'est purement technique. Pour le novice. C'est-à-dire que par exemple, au lieu de télécharger votre jeu vidéo, vous écrivez des lignes de commandes que l'ordinateur va lire pour jouer un jeu vidéo. C'est-à-dire que vous créez un jeu vidéo que vous pouvez vendre. La plupart des applications que nous avons sur nos téléphones, le smartphone et les tablettes ont été programmées. Windows lui-même a été programmé. Microsoft Office aussi a été programmé. Donc, on veut que les gens, je dis, beaucoup de pays veulent que désormais les gens à partir de 11 ans apprennent la programmation pour les raisons que je viens de citer plus loin. Vous voyez? Donc, les techniques sont Java, C++, HTML. Ça, c'est dans la plupart des pays, ils veulent enseigner ces codes. En réalité, jusqu'à ce jour, ces outils-là étaient réservés aux ingénieurs informaticiens. Aujourd'hui, nous parlons de l'apprentissage de l'informatique par les jeunes. Alors, quand on parle des jeunes qui sont à l'école, en quoi est-ce que ces programmes conçus pourront-ils apporter un plus à leur cursus ou à l'éducation, au secteur même de l'éducation? Oui, et comme je le dis, moi je me réfère toujours aux spécialistes. Je répète encore, j'invite les gens à aller lire l'article sur New York Times, c'est le plus grand quotidien lu aux États-Unis. Et le journaliste qui a, c'est Smith Gardiner, le 23 mars dernier. J'invite les gens à aller parcourir cet article-là pour comprendre, pour avoir une réponse complète. Les gens disent que quand vous avez un jeune enfant
qu'il veuille être musicien, sportif ou mécanicien, c'est important de lui apprendre la programmation. Ça veut dire qu'il faut déjà avoir réglé le problème de l'initiation informatique. Et vous passez dans la deuxième phase qui est la programmation. Ils disent que quand vous avez appris ça, ça va... c'est-à-dire que ça développe la créativité. De la même manière que la musique. Vous voyez, par exemple, c'est comme la musique et le sport. On enseigne le sport au collège. Mais ce n'est pas qu'on veut que tout le monde devienne athlète olympique. On enseigne la musique. Mais ce n'est pas, on veut, c'est pas, l'objectif, ce n'est pas que tout le monde devienne chanteur musicien. Aller sur le podium. Non, mais les gens qui ont conçu ces programmes-là, ils pensent que c'est des programmes qui sont importants dans la vie d'un homme. À partir de ce siècle, les gens vont ajouter une troisième chose au sport et à la musique, c'est l'informatique. C'est la programmation. Ce n'est même plus l'initiation, non, la programmation. Ouais. Pour dire que c'est pour ce siècle, pour les jeunes enfants, c'est nécessaire. Peu importe qu'est-ce qu'ils vont devenir plus tard. Vous avez parlé des pays développés, des États-Unis, de la Chine et autres. Mais il y a de cela quelques semaines, France 24 diffusait un sujet sur un Ivoirien qui a conçu un programme éducatif propre à l'Afrique. Tout à fait. Est-ce que c'est une révolution? Et vous savez, de la même manière que en sport, je suis sûr que si vous fouillez tout ce territoire-là, vous allez trouver quelqu'un qui va faire comme Adebayor. Mais faute d'encadrement, on ne va jamais entendre parler de lui. Les gens qui ont fait ce que l'Ivoirien a fait, là, beaucoup de Togolais, c'est que s'il y a l'environnement, les gens peuvent le faire. Je voudrais, juste si vous permettez, revenir sur... voilà. Regardez cette jeune fille, Lavina Chiri. Elle a 10 ans et elle est ce qu'on appelle Red Hat Certified Engineer. Ça, c'est un examen que les ingénieurs les plus chevronnés en informatique passent, et même quelquefois, après 5 ans d'expérience. Elle, à 10 ans, elle a ça. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle peut aller dans une banque et les machines sur lesquelles les informations de banque reposent, là, elle peut construire les scénarios les plus complexes à 10 ans. Bon, ça c'est des extrêmes. Hein. Vous prenez le second. Celui-là, Résigny Kariaper, il est CCIE à 18 ans. Et c'est maintenant qu'il arrive à l'université. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il va dans une entreprise comme Ecobank, 33 pays, il peut construire un système de téléphone dans la prise informatique, le concevoir, le faire marcher pour les 33 pays. Et lui tout seul, il peut le faire. Bon, ce que vous venez de dire, le problème, c'est une question d'outils et d'environnement. C'est si on arrive à avoir les moyens pour enrôler davantage de jeunes, vous allez voir que des gens sont très doués là-dedans. Peut-être même plus doués que celui dont vous parlez. C'est une question de moyens, hein, et d'environnement. Voilà. Vous êtes aussi informaticien. Est-ce que vous avez déjà des programmes à votre actif? Tout à fait. Nous avons un programme. Voilà un peu si le journaliste, enfin si le caméraman peut nous montrer. Nous avons conçu un programme nous avons commencé à travailler là-dessus depuis les vacances passées. Et à partir de juillet, dans le mois de juillet et août, nous allons dispenser ces cours-là. Ces cours, il y en a 9. Et nous, quand vous prenez la brochure, il y a une brochure qui est disponible. Les gens peuvent venir chercher ça. On a distribué déjà des milliers de brochures aux parents d'élèves et tout ça pour expliquer. Les cours commencent juillet prochain et les parents d'élèves peuvent venir avec leurs enfants choisir un cours sur une semaine, 2 semaines, en fonction des besoins. Alors, nous avons conçu 9 cours et nous, dans notre conception, ces 9 cours-là doivent être finis par un élève avant le bac. Bon. Et ces 9 cours sont organisés en 3 groupes. Le premier groupe, c'est l'initiation. Comment savoir se servir de l'ordinateur, comment connaître les outils de base, hein, pour la collaboration et la productivité en Internet. En général, ça c'est les cours pour les vrais débutants. 6e, peut-être même avant. Le deuxième cours, c'est être un utilisateur avancé. Ça, c'est ce que vous voyez là, ce deuxième bloc-là. Être un utilisateur avancé. Ça, c'est ces 2 cours-là. OK? Et après, il y a les 2 cours de programmation. Ça, c'est depuis 2013 que nous avons travaillé, les vacances 2013, qu'on a travaillé sur ce programme. Et ces 2 cours de programmation, c'est ces 2 cours-là qui sont devenus obligatoires
à l'âge de 11 ans en Angleterre à partir de cette année. Donc, quand on l'avait conçu, en fait, quand on a eu l'information cette année, on dit, au moins on n'est pas fou. Parce que, voilà des gens, nous, quand on l'a conçu, les gens nous ont approchés, ils disent, mais on veut encombrer des enfants. Et voilà des pays plus avertis disent qu'en réalité, ce genre de choses, il faut les apprendre dès l'âge de 11 ans. Donc, je dis bien, ça s'adresse à tout le monde. Peu importe la profession que vous allez embrasser, nous avons conçu ce programme-là c'est pour tous les élèves. Peu importe, évidemment, parmi eux, il y a des gens qui vont se découvrir des talents informatiques, et c'est tant mieux. Et ce qui est important, les brochures que nous distribuons, nous avons donné les références des manuels que nous recommandons pour chaque cours. Ça, alors, les gens nous ont demandé pourquoi vous mettez là-bas. Si vous mettez là-bas, les gens ne vont pas venir au cours. J'ai dit tant mieux. Si quelqu'un, sur les 9 cours, quelqu'un peut faire au moins 8 par lui-même et venir au moins suivre un seul cours chez nous. Et en plus, à partir des cours qui sont utilisateurs avancés, il y a des examens que vous devez passer pour vous prouver que vous êtes effectivement un utilisateur avancé. Nous sommes un centre d'examen. Donc, pas de problème. On met les références. Et beaucoup d'enfants, surtout ceux qui ont commencé un peu plus tôt, ils peuvent apprendre beaucoup de cours par eux-mêmes. Hein? Et nous avons, donc les gens peuvent venir chercher les manuels gratuitement chez nous. Et là-dedans, il y a les références des manuels de cours. Enfin, ils peuvent les télécharger. Je voudrais parler de la brochure. La brochure est distribuée gratuitement. Dans la brochure, on a indiqué pour chaque cours quel est le manuel qu'on utilise pour les cours. Donc les parents d'élèves qui n'ont pas les moyens pour cette année, par exemple, de venir inscrire leurs enfants, ils peuvent évidemment acheter les manuels ou même les télécharger et puis remettre ça aux enfants. Et ceux-ci vont commencer à apprendre par eux-mêmes. Ouais. Okay? Et lorsqu'ils ont besoin de suivre un cours, ils pourront venir chez nous. S'ils n'ont pas les moyens pour venir payer un cours. La brochure que nous avons installée, il y a, enfin distribué, il y a le programme, les tarifs, tout est là-dedans. Voilà. Okay. C'est un programme qui se déroule pendant les vacances. Juillet et août, tout le mois de juillet et août. Voilà, juillet et août. Ça concerne aussi des enfants qui sont élèves. Voilà, qui sont élèves. Est-ce que vous avez des relations avec le ministère de tutelle? Évidemment. La plupart des choses que nous faisons, nous allons voir les autorités pour leur expliquer. Pourquoi est-ce que nous faisons ceci, etc. Nous expliquons, sachant que au niveau du gouvernement, les décisions sont plus lentes. C'est une lourde machine. C'est-à-dire que si vous allez dire une bonne information aujourd'hui, les gens ont déjà fait, je veux dire, si vous allez en décembre pour dire une information qui est juste, le budget de 2014 a été déjà bouclé. Vous ne pouvez pas espérer avoir le résultat de 2014. Ce n'est pas possible. Même peut-être au mieux des cas 2015 ou 2016. Donc, c'est une lourde machine. C'est pas comme les privés, vous voulez quelque chose, vous mettez ça tout de suite en place et puis ceux qui sont intéressés viennent. Mais pour le gouvernement, la machine est un peu plus lourde. Donc nous essayons, c'est notre devoir, hein, parce que il faut quand même se rendre utile. Nous allons dire aux gens, voilà ce qui se passe ailleurs, voilà, et puis ça permet aux autorités de savoir en fait comment on peut améliorer ce qu'on est en train de faire chez nous ici. Voilà. Voilà. Et vous êtes donc directeur général de IPNet Expert. Qu'est-ce que votre structure offre aussi bien aux jeunes, comme vous venez de le dire, et aux autres, aux moins jeunes? Tout à fait. En réalité, qu'est-ce que nous faisons à IPNet Expert? Voilà, c'est notre siège qui est montré sur si le caméraman peut nous montrer ça. On est sur la nouvelle voie 2x3 voies qui relie GTA au marché d'Agoué. Donc juste à peu près 1 km à partir de GTA sur la nouvelle voie 2x3 voies. À droite, ça c'est notre siège comme ça. En réalité, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes là pour résoudre les problèmes informatiques aux entreprises. C'est-à-dire qu'on informatise les entreprises ou on aide les entreprises à gérer leur infrastructure informatique. Donc la formation, c'est juste une activité que nous faisons à côté pour essayer d'entraîner le maximum de gens avec nous. Et puis évidemment, peut-être pour essayer de détecter des talents qui vont nous servir plus tard. Parce que il faut, mais l'important c'est pas d'être intelligent, c'est d'avoir accès aux outils. C'est d'avoir accès aux outils. Et nous avons le plus grand laboratoire informatique d'Afrique de l'Ouest, des pays francophones, dédié aux tests de solutions et aux formations. Et les gens peuvent venir le visiter. Donc nous-mêmes, comme en informatique les choses sont très complexes et les choses changent tout le temps, quand on a une nouvelle solution, on la teste d'abord
sur notre infrastructure, qui est comme un réseau d'une entreprise grandeur nature, avant d'aller l'implémenter chez un client. Donc, c'est-à-dire que les formations, c'est juste une branche. Et on fait les formations pour les informaticiens. Et en novembre passé, nous avons déjà expliqué le programme que nous avons conçu pour prendre les gens qui sont issus des écoles d'ingénieurs et qu'on prend et on donne des formations spécialisées sur les équipements de notre lab. Aujourd'hui, il n'est plus question de ça. L'information a été déjà diffusée, les brochures sont là. Les gens qui veulent les informations peuvent venir la chercher. Mais aujourd'hui, il a été question de qu'est-ce que nous avons décidé de faire comme Ben Morté au Ghana pour les plus jeunes. Vous voyez? Mais si on ne le fait pas, demain des gens vont venir le faire à notre place. Même si ce n'est pas ça notre mission première. Notre mission première, c'est de résoudre les problèmes informatiques aux entreprises. Mais si on ne le fait pas, mais demain quelqu'un d'autre va venir le faire. Et puis ce n'est pas bon. Si les autres à côté le font et que nous, les ingénieurs ici, on ne fait pas ça pour nos jeunes, ce n'est pas bon. Si on n'apporte pas la bonne information, ce n'est pas bon. Voilà. Et vous avez dit tout de suite à côté, c'est une jeune fille qui a pensé à un robot de nettoyage. Tout à fait. Vous, à votre niveau, nous pensons que vous êtes aussi un grand informaticien. Et qu'est-ce que vous avez déjà fait? Et aujourd'hui, moi, ce que je fais, je vais voir les entreprises et les problèmes les plus complexes. Les problèmes les plus complexes ont leur réseau. Par exemple, au Bénin, on est allé, il y a une entreprise qui veut lancer, qui n'était pas tout à fait au niveau de la gestion bancaire, mais qui veut se lancer dans la gestion bancaire, qui a une centaine de sites de Cotonou jusqu'à Malanville. Et il faut aller les aider pour régler ce problème-là. Nous l'avons fait. Nous avons aussi travaillé pour concevoir, par exemple, le centre de formation pour le gouvernement en République du Congo. Nous avons, par exemple, après la guerre en Sierra Leone, le gouvernement de Sierra Leone avait besoin de demander un crédit auprès d'une institution de financement en développement qui est basée au Togo. Et ils avaient besoin que des ingénieurs aillent apporter, parce qu'il faut rédiger le projet pour que la banque puisse les financer. Il faut concevoir la solution, estimer les coûts, dire la stratégie de déploiement. Nous l'avons fait. Voilà, c'est-à-dire que ça, c'est des exemples. Au Togo, bon, normalement, pour le secret des clients, on ne peut pas tout dévoiler. Nous avons des projets extrêmement complexes. Et croyez-moi, même malgré mes 23 années d'expérience, malgré ma double formation d'ingénieur télécom et d'ingénieur informaticien, je peux vous dire, je passe beaucoup de nuits blanches pour pouvoir être à la hauteur des choses que les entreprises demandent. Voilà. Vous comprenez? Donc, mais pour le secret, c'est pas bon. C'est pour ça que je préfère parler de ce qui est au Congo, au Bénin, en Sierra Leone, etc. Donc, si vous prenez le réseau télécom et Internet de Sierra Leone, ça c'est le design de... Voilà. Et ça leur a permis d'obtenir un prêt de 12 milliards et demi pour pouvoir financer ce projet. Voilà. Un peu plus haut, vous avez souligné un problème qui est d'actualité, qui est récurrent, c'est l'accès à l'outil informatique. Tout à fait. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde, on dit que tout le monde peut avoir l'outil informatique, mais tout le monde ne peut vraiment pas l'avoir. Parce que quand même, il est vendu à 80 000 ou 60 000, comme vous l'avez dit, c'est pas tout le monde qui peut l'acheter. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour vulgariser quand même l'accès à cet outil-là? Tout à fait. Mon rêve, c'est de me réveiller un matin pour entendre dire que le gouvernement togolais a supprimé les taxes douanières sur juste deux choses: l'ordinateur de bureau et l'ordinateur portable. Les cellulaires, les imprimantes, c'est pas si prioritaire. Encore que le Bénin, le Ghana, le Sénégal, la plupart de nos voisins l'ont déjà fait. Okay, sur le matériel micro-informatique. Mais ce que nous demandons, vous savez, c'est vrai que si le gouvernement prend une telle mesure, ça va nous coûter quelques kilomètres de route en moins par an. Mais ça vaut le coup. Je sais, les gens font des calculs. Nous avons besoin de tel montant d'argent pour faire tel nombre de kilomètres de route, etc. Mais ce que nous venons de dire, à travers les chiffres et tout ce que nous avons dit depuis le début de cette émission jusqu'à maintenant, c'est que il est nécessaire d'accepter de perdre de l'argent sur certaines taxes pour pouvoir lancer le pays devant. Et indirectement, ça va
profiter à Togo Télécom de se relancer un peu. C'est-à-dire que pour que les gens prennent davantage de connexions ADSL, fibre optique, des choses comme ça, il faut pouvoir avoir l'outil informatique chez soi. Ok? Donc, si on prend